Bonjour à tous, donc je suis Sandrine Antoine, j'interviens à l'ESTBB en tant que maître de conférence et nous allons voir ensemble donc, le module des biomarqueurs et plus particulièrement les biomarqueurs biochimiques. Pour ce faire, donc, je vais vous présenter brièvement la définition d'un biomarqueur biochimique. On verra donc qu'il existe différents types de biomarqueurs biochimiques tels que les produits du métabolisme secondaire, les isoenzymes ou encore les protéines totales. Nous allons donc commencer par la définition d'un marqueur biochimique et finalement voir un petit peu ce qu'est un marqueur. Donc un marqueur, finalement, c'est un marqueur biologique qui va nous intéresser dans ce module. Et ce marqueur biologique a une caractéristique particulière et en l'occurrence, il doit pouvoir être mesuré et évalué comme un indicateur. D'accord ? Donc ce marqueur, finalement, va être utilisé comme indicateur. On va avoir plus spécifiquement donc, les biomarqueurs qui sont, eux, destinés à établir un diagnostic. Ils sont aussi très utilisés en médecine notamment. Et on a donc les biomarqueurs qui nous intéressent dans ce module, en l'occurrence les biomarqueurs biochimiques. Reprenons un petit peu depuis le début sur ces marqueurs biochimiques. Donc ces marqueurs biochimiques sont issus finalement des séquences exprimées du génome. Et donc ce génome qui est représenté par l'ADN va coder pour des protéines. En ce qui concerne le génome, donc sur les chromosomes, on a donc les allèles des gènes. Ces allèles sont représentés en vert et en rose sur le diaporama derrière moi. Et ces allèles, en fonction des chromosomes homologues, vont pouvoir être différents. Ces allèles vont être positionnés à un endroit très particulier du chromosome et c'est ce qu'on va appeler le locus du gène. Dans le cas des biomarqueurs biochimiques, les allèles d'un même locus vont pouvoir coder et vont coder finalement pour des protéines différentes et pour des protéines qui ont donc une activité différente. On va s'intéresser donc à ces différents locus, ces différents gènes et ces différentes protéines. Lorsque l'on a notre gène A, par exemple, finalement, qui va lui coder pour des enzymes dont la structure est différente et dont la fonction sera différente, auquel cas, comme ces enzymes différentes sont issues d'un même gène, on parle des alloenzymes. En revanche, autre cas, on peut avoir des enzymes qui sont codées par des gènes différents, mais dont la fonction sera la même. Et auquel cas, on parle d'isoenzymes. Donc, dans le cas des schémas qu'il y a sur le PowerPoint derrière moi, finalement, les enzymes bleues, qui sont issues du gène A, du gène B, du gène C et du gène D, sont des isoenzymes, c'est-à-dire que ce sont des enzymes qui sont codées par des gènes différents, mais qui ont la même fonction. Et on verra que ces isoenzymes jouent un rôle prépondérant comme marqueurs biochimiques. Au niveau de ces marqueurs biochimiques, on va avoir les produits du métabolisme secondaire. Donc le métabolisme secondaire, finalement, est un métabolisme spécifique des plantes. D'accord ? Donc c'est quelque chose que l'on va retrouver essentiellement dans le monde végétal. Et en fait, ces produits du métabolisme secondaire reflètent l'activité des enzymes qui permettent leur synthèse. On va avoir comme autre marqueur biochimique les isoenzymes dont on a parlé juste avant et les protéines totales. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'un bon marqueur, d'accord ? Puisque toutes les isoenzymes ou encore les différents métabolites secondaires ne sont pas forcément tous des bons marqueurs.
Donc si on prend la définition de ces deux chercheurs, donc Breiting et Widlechner, en 1995, les critères pour être un bon marqueur sont les suivants. Donc finalement, il faut que ce soit un caractère à hérédité simple, qu'il ait plusieurs allèles, que ces allèles soient codominants, qu'ils doivent être dispersés tout au long du génome, stables au cours du développement. En effet, au niveau du végétal notamment, finalement, les marqueurs, on doit pouvoir les retrouver, que votre plante soit au stade graine, au stade plantule ou encore au stade plante adulte. Il faut qu'il soit neutre et qu'il soit facilement observable pour pouvoir être utilisé comme marqueur biochimique. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu et qu'on a balayé ce qu'était un marqueur biochimique, on va pouvoir s'intéresser donc aux différents marqueurs que l'on a évoqués. Et donc on va commencer par les produits du métabolisme secondaire. Donc ces produits du métabolisme secondaire sont utilisés comme marqueurs uniquement lorsque la voie de biosynthèse est bien maîtrisée. D'accord ? Donc ce n'est pas le cas encore pour tous les métabolites secondaires. Donc dès que la voie de biosynthèse est maîtrisée, on peut l'utiliser à des fins de dosage et donc comme biomarqueur. Les métabolites secondaires interviennent dans les mécanismes de défense chez les plantes et ils portent le nom de phytoalexines. Ce qui est plutôt facile dans l'utilisation de ces métabolites secondaires, c'est que les individus vont pouvoir être classés en deux groupes distincts, soit forte teneur dans ce métabolite, soit faible teneur dans ce métabolite. Et ce qui finalement permet d'avoir un marqueur simple et de la classification des individus inhérents à ce marqueur, facile également avec ces deux groupes. Donc ces métabolites secondaires, pour pouvoir être utilisés comme biomarqueurs, il va falloir qu'ils soient dosés. Et finalement, pour pouvoir les doser, il faut des techniques simples pour pouvoir dans un premier temps les purifier, les séparer et les doser. La purification se fait généralement par système de décantation et d'affinité pour un solvant pour les métabolites secondaires qui sont généralement des terpénoïdes et qui vont avoir une affinité plus grande pour les solvants organiques. Ensuite, ils vont être séparés. La séparation se fait par chromatographie, soit sur couche mince, soit chromatographie gazeuse ou liquide. La plupart du temps, la chromatographie liquide haute performance, donc l'HPLC, est la technique utilisée pour pouvoir séparer les métabolites secondaires et ensuite de pouvoir les doser. D'accord ? Puisque le but ultime de l'utilisation de ces biomarqueurs, c'est de pouvoir les doser et justement d'avoir une idée de la teneur de ce biomarqueur dans le tissu analysé. On va maintenant s'intéresser aux biomarqueurs le plus utilisés, qui sont donc les isoenzymes. Donc les isoenzymes, comme on l'a vu précédemment, ce sont finalement les différentes formes d'une enzyme qui catalysent la même réaction biochimique, qui ont des structures qui varient et qui ne sont pas codées par le même gène. Le polymorphisme enzymatique est lié à la modification de la structure primaire de la protéine. D'accord ? Donc on va avoir une modification des propriétés physico-chimiques de la protéine. D'accord ? Ça peut être par insertion, délétion ou encore par substitution d'acides aminés. En revanche, il n'y a pas de modification de la fonction et de la réaction catalysée par l'enzyme.
Dans ce cas-là, dans le cas des isoenzymes, on peut voir qu'une même activité enzymatique peut donc être codée par plusieurs loci. La détection de ces isoenzymes se fait par révélation de la réaction catalysée. Pour ce faire, il faut forcément qu'on ait un maintien de l'intégrité des enzymes pour pouvoir mesurer leur activité. Pour ça, il faut bien faire attention donc, à adapter les tampons d'extraction pour ne pas dénaturer les protéines et garder leur intégrité. La technique d'analyse utilisée pour l'analyse des isoenzymes, alors je parle d'une technique, mais c'est celle qui est la plus répandue, il y en a d'autres, mais on va vraiment s'intéresser à celle-ci puisque c'est celle qui est majoritairement utilisée, qui est donc la séparation sur gel et donc par électrophorèse. Donc, lors d'une électrophorèse, les protéines donc, qui sont chargées négativement vont migrer dans un champ électrique et vont être séparées soit en fonction de leur masse moléculaire, soit en fonction de leur PHI, le PHI étant leur point isoélectrique. Donc, grâce à l'électrophorèse, on va pouvoir séparer les protéines sur le gel. Et ensuite, finalement, on va pouvoir identifier cette protéine. L'identification de la protéine qui est finalement purifiée, on va pouvoir donc utiliser comme technique le dosage de l'activité de l'enzyme. C'est bien pourquoi il fallait garder l'intégrité de l'enzyme pour pouvoir doser son activité enzymatique. Et on utilise généralement pour doser cette activité des réactions colorimétriques. Et donc on va au cours du temps, suivre l'apparition d'un produit coloré ou bien la disparition d'un substrat coloré. Dernier type de marqueurs biochimiques, donc les protéines totales. Donc les protéines totales, finalement, on fait une extraction des protéines dans leur globalité. Donc là, on ne va pas aller sélectionner un type de protéine particulier. Mais bien sûr, il va bien falloir pouvoir identifier les protéines qui sont dans notre tissu à l'instant T. Donc pour ça, il va y avoir une dénaturation des protéines, c'est-à-dire que l'on va séparer les chaînes polypeptidiques les unes des autres. D'accord ? Donc on va aller casser les ponts disulfures. Ensuite, sur cette masse de protéines totales, il va y avoir une électrophorèse qui va être faite. Donc là, cette fois, on utilise un autre type d'électrophorèse puisqu'on va utiliser l'électrophorèse bidimensionnelle. C'est-à-dire que l'on va faire migrer nos protéines dans un premier temps dans une dimension, c'est-à-dire que là, elles vont être séparées selon leur PHI, donc leur point isoélectrique. Et ensuite, on va faire migrer les mêmes protéines sur une deuxième dimension. Et là, cette fois, elles vont être séparées selon leur poids moléculaire. Donc là, grâce à cette électrophorèse bidimensionnelle, on va pouvoir avoir un criblage important de protéines et finalement pouvoir voir la différence entre nos échantillons et voir la quantité de protéines et la qualité finalement de l'extraction de protéines grâce à cette électrophorèse bidimensionnelle. Une fois que les migrations dans les deux dimensions sont faites, on va donc révéler la présence des protéines et cette révélation se fait grâce à la coloration au bleu de Comassi ou au bleu de tétrazulium qui sont des colorants spécifiques des protéines. Pour conclure, donc, on a vu que les marqueurs biochimiques sont issus de l'expression du génome, et on peut donc les mesurer grâce au dosage des produits du métabolisme secondaire, grâce au polymorphisme des isoenzymes ou encore à la variabilité des protéines totales. Je vous remercie pour votre attention